c'est une invitation qui est faite dans le cadre, dans un cadre particulier, puisque Estelle sait que c'est moi qui dirige le séminaire de DES d'enseignement du Holter aux internes. Et donc, elle essaye de me mettre à la retraite, manifestement. Donc, à cette question, je répondrai non, et je vous remercie. Non. Voilà, mes liens d'intérêt classiques. Alors, d'abord, je pense que ça vaut le coup de savoir de quoi on parle, de qu'est-ce qu'on appelle une montre connectée. Alors, la montre connectée, au départ, ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse, puisque c'est censé donner l'heure, et puis envoyer des appels, des messages, etc. Mais en fait, ce dont on va parler, donc c'est une partie des montres connectées, c'est celle qui intègre des capteurs à visée de santé, des capteurs à visée physiologique. Et donc là, il y a pléthore de capteurs, et donc il faut faire attention à de quoi on parle quand on parle de montres connectées. Donc il y a des capteurs de mouvement, accéléromètre, gyroscope, c'est comme ça que votre montre Garmin, elle sait si vous êtes en train de faire des pompes ou des squats. Le GPS pour savoir où vous baladez quand vous êtes en rando. Et puis, on va parler un petit peu plus du lecteur optique de rythme cardiaque, donc qui permet d'avoir des informations sur la fréquence cardiaque, les fréquences respiratoires, éventuellement des éléments un peu plus de physiologie cardiaque. Pour le Holter ECG, si on s'intéresse un peu à ce en termes de définition, c'est un examen non invasif qui permet d'enregistrer l'activité électrique cardiaque en continu. Normalement, c'est vraiment en continu, c'est pas un enregistreur d'événements, sur une période de plus de 24 heures, en tout cas si on veut le coder par la Sécu. Et donc normalement, tous les battements qui sont enregistrés sont ensuite analysés par le cardiologue. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer l'un par l'autre, en sachant que y a déjà un problème, c'est que dans les montres connectées, la plupart n'enregistrent pas l'activité électrique cardiaque. Et donc on va essayer de creuser un peu le truc sur les applications au domaine de la rythmologie. Alors les capteurs et les montres connectées, parlons-en un petit peu. Donc c'est vrai que ça peut quand même donner des informations intéressantes, en particulier la photoplésismographie. Donc c'est un capteur optique, et le but c'est de voir la lumière réfléchée par deux diodes. Donc il y a une diode qui émet de la lumière rouge, une diode qui émet de la lumière infrarouge. Alors l'oxyhémoglobine absorbe plutôt la lumière rouge, la désoxyhémoglobine absorbe plutôt la lumière infrarouge, et c'est donc comme ça que votre montre connectée, elle arrive à avoir une petite idée de ce que vous consommez comme oxygène, et donc c'est comme ça qu'elle peut vous calculer éventuellement une différence artério-veineuse, et éventuellement derrière estimer un débit cardiaque, et pour les on va dire pour les plus évolués, une VO2 max. Alors sur cette lumière rouge, on se rend compte avec les différences de diamètre des capillaires, que ces différences de diamètre capillaire sont en fait un reflet du débit cardiaque. Et donc c'est là-dessus qu'il va y avoir une fréquence cardiaque qui va être calculée. Et donc c'est important de comprendre que là, on n'est pas en train de calculer et de mesurer une activité électrique cardiaque, et donc un tracé irrégulier comme vous le voyez en bas là, ça peut être dû à du Wenckebach, à une ESV, à une ESA, mais ça ne préjuge pas du trouble du rythme sous-jacent. Et donc si on va un petit peu plus loin, c'est ce genre de courbe qu'on retrouve avec le signal brut, et puis après, si on le passe dans une transformée de Fourier, on peut dégager ce qui relève des hautes fréquences pour la fréquence cardiaque, et puis des basses fréquences pour la fréquence respiratoire. Et donc c'est un peu comme ça que on peut faire une exploration physiologique un peu plus avancée sur ces montres connectées au-delà de la fréquence cardiaque. Et donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour nous médecins, en sachant que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a été adapté à la physiologie du sport, et donc pas tellement à la pathologie cardiovasculaire. Donc c'est un intérêt, mais on va dire un intérêt indirect. Et c'est vrai qu'on pourrait demander, par exemple, à
à la montre connectée de savoir, ben, par exemple, qu'est-ce qui se passe en termes de tolérance d'arythmie. Sur l'électrocardiogramme, alors il y a des montres connectées qui font de l'électrocardiogramme, l'Apple Watch, la montre Samsung, il y a la Withings qu'on ne présente plus, il y a le bracelet AliveCore qui permet de faire ça. Et donc, à partir du moment où on a la possibilité de mesurer une différence de potentiel, eh ben, on va pouvoir faire de l'électrocardiogramme. Alors là, je vous ai repris la photo de Eindhoven et puis son premier électrocardiogramme. Vous voyez qu'à ce moment-là, il fallait s'habiller de manière spécifique pour aller tremper ses deux bras dans l'eau salée, dans l'eau salée et donc avoir le premier D1 enregistré. Maintenant, on arrive à faire ça avec ce genre d'appareil-là et avec un tout petit peu de souplesse. On peut même refaire le triangle d'Eindhoven et puis avoir les dérivations des membres, voire éventuellement les dérivations précordiales en baladant l'électrode sur sa poitrine, en sachant que ce n'est pas de vrai précordial, dans la mesure où il faudrait avoir une électrode de référence pour arriver à l'enregistrer. Donc certaines montres font un peu d'électrocardiogramme, mais vous voyez que c'est de l'électrocardiogramme qui est sur demande et qui est fait de manière volontaire par le patient. Donc ce n'est pas du monitoring continu du rythme cardiaque. Et donc c'est à mon avis ça la principale chose qu'il faut comprendre, c'est que le Holter enregistre le rythme cardiaque sur l'électrocardiogramme, donc le rythme, l'activité électrique, sans condition. Alors que concernant les montres connectées, c'est de l'électrocardiogramme discontinu sur une initiative du patient. Et après, effectivement, il y a des choses que le Holter et la montre connectée font probablement à peu près pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un tracé initial, on peut définir une fréquence cardiaque, que ce soit par photoplétismographie ou éventuellement par l'analyse du tracé électrique. Et puis après, il y a des choses que la montre fait, et que le Holter ECG ne fait pas. Alors, si on fait le match, à quoi est-ce qu'on peut appliquer les choses et dans quelle situation on a une technique qui est plutôt gagnante par rapport à l'autre. Alors, si on se réfère à l'analyse des palpitations, on pourrait se dire qu'en théorie, peut-être avantage à la montre, puisque la montre, elle va être portée tout le temps. Alors, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? Ça dépend un petit peu de la taille de votre boîte email, puisque quand le patient va avoir un symptôme, même le plus petit, il va vous envoyer un email avec son petit électrocardiogramme. Donc, l'inconvénient, c'est éventuellement le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'emails pour peut-être pas beaucoup d'informations. Et puis, l'autre problématique, c'est que la montre, ça va toujours vous donner un tracé monopiste, sauf si le patient achète un Cardia AliveCore qui permet d'avoir une troisième électrode et donc de reproduire le triangle de Eindhoven. L'inconvénient de la montre aussi, c'est que il faut avoir le symptôme pour déclencher l'enregistrement et que donc vous n'aurez jamais le début de l'arythmie, puisque par définition, il faut que le patient ressente quelque chose pour commencer à enregistrer, alors que sur le Holter, vous allez avoir le début de l'arythmie. L'inconvénient du Holter, c'est que vous avez une durée d'échantillonnage qui est par définition limitée. Alors pour la cardiopathie ischémique, on vient d'en parler un petit peu, il y a différentes cibles. Alors, il y a un ou deux case reports de gens qui ont dit qu'ils avaient eu la vie sauvée par l'Apple Watch. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours l'Apple Watch, mais bon, probablement une histoire de part de marché. Mais avec des gens qui disaient, voilà, j'avais mon Apple Watch quand j'ai eu ma douleur thoracique, et grâce à ça, on a réussi à me déboucher ma coronaire, j'ai eu mon défibrillateur, j'ai eu mon inhibiteur calcique en temps et en heure, et voilà. Et donc là, vous avez ce case report avec l'électrocardiogramme qui a été enregistré par l'Apple Watch et le D1 qui correspondait. Donc vous voyez qu'on n'était quand même pas si loin que ça. Et comme c'était quelque chose qui différait par rapport à son tracé de référence, ce patient-là, il a eu un message comme quoi il n'avait pas un électrocardiogramme comme d'habitude. Et donc il a appelé le SAMU. Alors peut-être qu'il aurait peut-être aussi pu appeler le SAMU juste avec sa douleur thoracique, comme ce qu'on recommande habituellement sans avoir à tripoter sa montre pendant un quart d'heure. Mais bon, ça lui a, selon lui en tout cas, sauvé la vie.
Pour le Holter, puisqu'on parle de spasme, en fait, il arrivait qu'avant on fasse des Holters ECG pour monitorer le segment ST et vérifier que les patients qui avaient de l'ischémie asymptomatique étaient bien contrôlés par leur traitement antispastique. Alors je dis utilité relative parce qu'à ma connaissance, c'est une indication qui reste une indication de niche actuellement. Je ne sais pas parmi les collègues qui lisent des Holters régulièrement, qui a récemment fait un Holter pour surveillance de traitement antispastique, peut-être Thomas pour son patient récemment, et voilà. Alors maintenant, si on va un petit peu plus loin, les syncopes, là clairement avantage au Holter, essentiellement pour la problématique qui était que il faut avoir le symptôme pour déclencher l'enregistrement et que quand on tombe dans les pommes, c'est difficile de tomber dans les pommes en déclenchant l'enregistrement électrocardiographique. Et donc voilà, typiquement avec ce tracé-là, qui était un tracé de Holter, le patient se sent pas bien par ici, et puis il se casse la figure par là. Et donc on est content qu'il ait eu un Holter à ce moment-là et pas une montre connectée. Donc la problématique, c'est la surveillance de la fréquence cardiaque discontinue. Alors la mise en mémoire des épisodes, elle existe quand même quand on envoie sur le téléphone derrière. Et le problème aussi, c'est que très souvent, quand on fait un enregistrement post-critique, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et donc typiquement, sur ces tracés de BAV paroxystique, l'enregistrement post-critique peut être complètement inutile. Alors maintenant, sur l'AFA, deux petites questions. Est-ce que c'est un outil adapté? Et puis la question numéro 2, mais qui va être adressée après, est-ce qu'il faut encore dépister de l'AFA en 2024? Alors, je vais revenir sur les deux grandes études qui ont été faites uniquement avec la montre. Je ne vais pas refaire les bandes, Zayo, etc. Mais il y a deux études qui ont été faites vraiment avec des montres. La première, c'est la Apple Watch Study. Et donc, ils ont inclus 400 000 participants pour avoir à la fin 153 FA anticoagulés. Donc, j'avais calculé, c'est de l'ordre de 3 ou 9 pour 1000. C'est-à-dire qu'il faut vendre 10 000 pour 10 000. Donc, il faut vendre 10 000 montres pour à la fin anticoaguler 3 ou 4 patients. En sachant que le work-up qui était fait pour l'Apple Watch Study, c'était de la plétismographie, c'est-à-dire c'était une surveillance discontinue du rythme cardiaque qui, quand on trouvait une irrégularité, déclenchait un envoi d'un patch qui permettait de confirmer ou non l'existence d'une fibrillation atriale. Pour la deuxième étude, qui est l'étude Huawei, c'est une étude où on a screené au départ 186 900 patients et à la fin, il y a 173 patients anticoagulés. Donc on a une rentabilité qui est un tout petit peu meilleure, qui est de 9 pour 10 000. Donc vous voyez que les choses progressent, mais qu'il nous en reste encore un petit peu sous le coude. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un premier screening sur l'irrégularité de la fréquence cardiaque et que derrière, on passe par une phase de confirmation électrocardiographique. Alors, si on reprend derrière les différentes sensibilités et spécificités des différents constructeurs, alors vous voyez que c'est pas si mal que ça, même si il y a quand même des petites différences, en particulier sur la sensibilité de la Withings, qui était de uniquement 58% sur la dernière ScanWatch. Donc ça, c'est l'analyse de l'électrocardiogramme. Mais vous voyez qu'en fait, la problématique sur les patients qui ont de l'AFA paroxystique, c'est de le détecter en amont. Et donc de ce point de vue-là, il faut savoir que ces algorithmes ont une valeur prédictive négative qui, par définition, n'est peu ou pas explorée. Et donc, l'autre chose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'embêterait, puisque à la fin, il faut de toute façon passer par une confirmation diagnostique par le Holter. Dernière petite slide, est-ce qu'il faut encore dépister l'AFA? Bon, je pense que le débat reste ouvert. C'est vrai que quand on dépiste ces patients-là, on dépiste d'autres patients. C'est un autre type de patients que ceux qui viennent avec de l'AFA standard. Et qu'il y a un taux d'événement ischémique qui est franchement différent que des patients dont on a l'habitude.
Jusqu'à présent, quand on reprenait que ce soit NOAA ou Artesia, je rappelle que sur la mortalité toute cause, l'effet est neutre et que donc toutes les fibrillations atriales ne se valent pas. Voilà, en conclusion, faut-il remplacer le Holter par la montre? Vous aurez compris que selon moi, probablement non. Mais ceci étant, c'est deux outils différents pour des questions qui sont différentes. Je pense qu'il y a une vraie utilité pour les patients qui ont des palpitations inexpliquées ou qui veulent faire un peu de physiologie du sport ou même qui veulent éventuellement avoir l'heure. Et on oublie trop souvent que la montre quand même peut être utile de ce point de vue-là. Et puis, je pense qu'on n'en demande pas assez aux montres connectées et qu'il y aurait probablement des choses à développer en tant que cardiologue. Il y a les arguments indirects de cardiopathie atriale, et je pense que quand on fait de la physio, peut-être qu'on peut éventuellement se mettre un peu en amont et se dire qu'il pourrait y avoir des choses là-dessus. Et puis, chez les patients qui font des arythmies, je suis persuadé qu'avec les capteurs physiologiques qu'on a, on pourrait aussi avoir des petites choses sur la tolérance de ces arythmies-là. Et voilà, je vous engage à aller voir The Far Side, qui est un dessinateur américain qui est vraiment désopilant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'en fait, on ne donne pas les montres connectées aux mauvaises personnes, c'est-à-dire les jeunes à faible risque, sportifs, qui ne font pas de troubles du rythme, et puis c'est plutôt les autres qui ont des haltères qui devraient avoir les montres aussi, non? C'est l'autre problématique, hein. C'est que si on regarde un petit peu autour de... Je pense qu'il doit y avoir quelques montres connectées dans cette salle. Je ne suis pas sûr que... on soit parmi les gens qui soient les plus à haut risque de fibrillation atriale. Et on peut espérer avoir des montres qui nous donnent la charge en FA pour améliorer un peu tout ça ou... Alors pour le moment non, parce qu'il faudrait qu'il y ait un monitoring continu, au moins de la fréquence cardiaque. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, c'était des choses qui déchargeaient tellement vite la batterie que c'était essentiellement de l'échantillonnage. Et donc, en tout cas, sur l'Apple Watch, l'Apple Heart Study, c'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai un problème, moi, quand je vois les gens, après un accident vasculaire cérébral ischémique, on veut éliminer la FA. Il y en a toute une partie où c'est assez simple. Et par exemple, 45 ans, 2 sensations de palpitation par an. Mais quand on interroge, c'est difficile. On fait comment ? Alors peut-être que ça recoupe la question le Topo 4. Je ne sais pas s'il faut répondre maintenant ou après, j'en sais rien. Alors moi, ça m'arrangerait bien que ce soit le Topo 4 qui réponde. Hein. Mais il est à côté de toi, le Topo 4. En blague à part, c'est sûr qu'il y a des vrais problèmes avec ces patients-là. Mais typiquement, si les patients ont des symptômes, ça vaut peut-être le coup d'avoir quelque chose. Et maintenant, les cardias, les tout petits cardias, les derniers, ils sont vraiment pas gros et on pourrait éventuellement, nous on se pose la question d'avoir quelques-uns dans le service qu'on pourrait prêter aux gens pour les explorations de palpitations inexpliquées. Mais bon, quand les patients ont des vrais symptômes, c'est déjà une première aide. Quand les patients sont complètement asymptomatiques, là c'est encore pire. Moi j'ai une question qui est peut-être piège, je ne sais pas. Tu as un patient qui a une montre connectée, qui enregistre l'électrocardiogramme, je précise, et il te montre de l'AF1 et il a un score de Chasvasque élevé. Est-ce que ça te suffit pour l'anticoaguler ou est-ce que tu veux une confirmation par autre chose ? S'il a fait son électrocardiogramme, c'est qu'il est symptomatique. Et donc c'est un patient qui, on pourrait se dire, s'il avait... alors sauf s'il nous dit qu'à ce moment-là, il ne ressentait rien du tout. Mais pour tout te dire, nous, ça nous est même déjà arrivé il n'y a pas très longtemps à Blaté1 parce qu'il documentait ses palpitations comme ça. Donc moi, à partir du moment où c'est un trouble du rythme symptomatique qui est documenté, à la limite, ça me va. Et s'il n'est pas symptomatique, mais qui fait ça beaucoup, souvent et longtemps et qui fait ça juste pour embêter le monde, ouais. Tu l'anticoagules pas quand même ? Je pense qu'après, là, on retombe sur une espèce de réflexion tridimensionnelle entre son score de Chasvasque, sa cardiopathie atriale, sa charge en FA. Peut-être que c'est le moment de lui mettre un holter de longue durée pour essayer de voir un petit peu est-ce qu'il en fait vraiment beaucoup ou pas, ou est-ce que
Est-ce que c'était un ECG parmi les 3 millions dont il nous surcharge notre adresse email, ou est-ce que c'est le truc qui tapait parce qu'il se sentait moins bien à ce moment-là? Je pense qu'il faut vraiment interroger les patients pour savoir s'ils sont symptomatiques ou pas.